Cette semaine, on est à Rosemère pour en apprendre sur la confection des magnifiques chocolats de chez Chocolat Suisse. Ensuite, on sort un peu de la cuisine et on entre dans l'atelier de joaillerie de Dominique Dufour. L'atelier, c'est ici où on fabrique le choco. D'accord. Et puis, on est au sous-sol. On ne voit même pas à l'extérieur s'il fait beau ou pas. C'est chaud, hein? Oui, on est confortable au chaud. C'est très essentiel pour les machines. Sinon, s'il faisait froid, le choco épaissirait. Je le vois tourner depuis tantôt, le chocolat. Est-ce qu'il faut l'amener à une certaine température? Parce que je vois que tu nous as préparé un moule. On va partir du début. Lorsqu'on reçoit nos chocos, on reçoit des briques comme ça, qui est fait par Barry Callebaut. On les casse, on les met dans une chambre chaude. Et puis, une fois fondus, là, on les transfère dans la machine. La machine va tempérer le choco à bonne température pour être capable de l'utiliser. Je le casse. Et puis, je vais remettre un morceau. Comme ça, je vais mettre ça de ce bord-ci. OK. Et puis, il va fondre lentement, puis il va passer sous. Il y a un petit espace qu'une fois que le choco est fondu, il passe en dessous. Et puis, nous avons une espèce de chaîne, un peu comme un vélo, qui pompe le choco en haut. Et puis, ça fait toujours sa brasse. Et puis, ça tombe dans le convoyeur. Ça peut tomber en dessous. C'est une chocolaterie qui a été ouverte par M. Ducati, qui est immigrant suisse. Il est arrivé en 67, voulait faire le tour du monde après l'Expo. Il a rencontré l'amour au Canada. Et puis, il s'est établi au Québec. Il a travaillé dans différentes entreprises comme chocolatier, comme consultant. Et puis, vers la fin de la quarantaine, il a décidé qu'il voulait s'ouvrir une chocolaterie comme dans son souvenir, comme celle de son père en Suisse. Et puis, c'est là que Chocolat Suisse est né avec des recettes de sa création. Il y a des recettes aussi de son père. Et puis, moi, j'ai commencé à travailler ici en 98, quand j'ai fini le secondaire. Je pensais pas jouer mon avenir, là, mais je suis venue porter un CV, puis le propriétaire, tout de suite, j'étais habillée en petite robe d'été, là, au début du mois de juin, là. Puis là, il dit « Ah, ben oui, je t'engage, mais il dit, ça va être à l'automne, parce que l'été, on n'a pas besoin, on est fermé. » Donc là, je dis « Ah, parfait. » Il dit « Mais là, il va falloir faire travailler dans la cuisine, travailler avec les clients, laver le plancher, faire du ménage, faire... Là, je dis « Oui. » Puis là, je voulais tellement travailler ici. Et puis, ça a commencé comme ça. Puis, dans le temps, le local était plus petit. La cuisine était vraiment sur le même niveau que la boutique. Donc, les employés faisaient un peu les deux. Puis là, j'ai fait mon cégep, puis après ça, j'ai dit à mes parents, je pense que je veux être chocolatière. Là, mes parents ont dit, non, on va à l'université. J'ai dit, bon, d'accord. Fait que j'ai fait une autre carrière, puis le destin a fait que j'ai su, dans le fond, j'étais enseignante, j'ai arrêté d'enseigner, puis je suis venue m'acheter du chocolat pour le plaisir. Puis le propriétaire me dit, la chocolaterie est à vendre, est-ce que ça te tenterait? Fait que là, je dis, mon Dieu, c'est que le destin c'est revenu à moi comme ça. Puis c'est comme ça que je me suis rembarquée avec l'aide de mon conjoint. Dans le fond, là, j'ai racheté la chocolaterie. Puis là, je m'occupe de la boutique. Mais je connaissais déjà un peu la cuisine. J'avais déjà aidé beaucoup en cuisine par le passé. Donc là, on est prêt. On est prêt. Donc, j'ai un moule ici de Pâques. C'est les petits animaux. On le passe sous la douche. Une fois bien rempli, comme ça, je vais juste l'étendre avec ma spatule, ça. Comme ça, à s'assurer que c'est plein partout. J'enlève le plus gros tout autour. Ensuite, je le fais vibrer. J'ai une machine, un petit vibrateur, pour être sûr de ne pas faire de bulles. Je le fais vibrer... Ça enlève toute l'air qu'il y a dans le chocolat. Oui, c'est ça. Ça évite d'avoir des trous à la surface. 10 secondes, c'est assez. D'accord. Là, je vais faire couler le plus gros du choco. Je vais le vider... Bon, on peut le taper un petit peu comme ça, là.
Ça fait que là, il m'en reste juste un fond pour que ça fasse comme une coquille, tu sais. Oui. Je le laisse figer à l'envers, comme ça peut prendre 5 minutes. Une fois que ça l'a figé, bien, je passe juste, je gratte le moule comme ça. Pour enlever les bords, puis que ça fasse un bord, parce qu'après, il faut mais là, c'est tout égal, là. Oui. Ensuite, je peux aller l'appliquer d'un caramel qu'on fait ici. D'accord. Caramélisation. On produit sur place et on emballe, on vend, puis on a aussi une boutique cadeau qui est jumelée. Donc, la production est vraiment sur place. Puis maintenant, c'est un petit peu plus divisé, l'emballage et la production, sauf que dans le temps, c'était vraiment plus... on faisait vraiment de tout. Donc, j'ai vraiment touché à la production de chocolat quand j'étais plus jeune. Puis là... Je continue un peu mon apprentissage avec le chocolatier qui était déjà à l'emploi de l'ancien propriétaire, c'est son neveu. Donc, pour pouvoir tout faire, mais c'est rendu quand même trop gros là, pour une seule personne. Donc, il y a quand même de la relève aussi en cuisine. On se trouve avec combien de chocolats à peu près en boutique? Si on inclut les chocolats qui sont avec le même centre, mais enrobés de chocolat au lait ou de chocolat noir, on a... normalement, environ 36 variétés de chocolat. On fait des spécialités de saison. Souvent, ce sont nos saveurs les plus populaires qu'on fait en forme de cœur à la Saint-Valentin ou en forme d'œufs ou d'animaux à Pâques, des choses comme ça. On a beaucoup aussi, ce qu'on fait pour chaque saison, ce sont des moulages, des bonbonnières en chocolat. Donc, admettons, à Noël, c'est des pommes de pin, des cocottes en chocolat qu'on garnit de nos bouchées à l'intérieur. Ça fait un emballage. C'est pas seulement un moulage vide. Ça, c'est très populaire à chaque fête. Ça fait longtemps qu'on le fait, mais ça, j'ai apporté de la nouveauté, comme dans les modèles. Un œil neuf. Oui, ou dans les emballages. J'y vais doucement quand même parce que pour moi-même, je suis émotivement attachée à ce que c'était la chocolaterie avant, mais les clients aussi. Ils sont habitués de manger. Il y en a qui viennent puis ils connaissent les sortes puis ils veulent une boîte, juste une sorte en particulier. Tu as conservé ce lien qu'il y avait déjà? Oui, oui. Puis les clients n'ont pas... il y en a qui viennent juste de remarquer que ça a changé de propriétaire. C'est ça, Mais quand même, il y en a aussi que j'ai reconnu, que j'ai servi il y a 20 ans quand j'étais aux études, puis que je travaillais en boutique, qui sont encore là. Tantôt, j'ai réchauffé un caramel. Je vais le transférer dans le petit sac ici, là. Le petit sac, il y a un petit trou au bout. Avec une petite poche, oui. Oui, petite poche. Ensuite, on vise une cavité, remplir ça. J'essaie toujours d'être pas mal régulier dans la quantité. Il faut mettre ça ensuite au congélateur pour que le caramel durcisse, pour que tu puisses faire un fond sans que le caramel se mélange avec le choco. Ça, c'est le caramel durci. Oui. Ça fait que là, c'est impossible qu'il se mélange avec le choco. D'accord. Ça fait qu'il reste juste à encore passer ça sous la douche. Vous allez connaître le secret de la carabelque. Faut pas trop attendre parce que sinon il fige. Hein? Fait que là, je le passe pour être sûr qu'il n'y a pas de petits trous. C'est toute une question de température. Hein? Quand on fait ça, on peut pas partir aller boire un café puis oui. Faut que quand ça c'est prêt, tu le grattes. Si tu attends trop longtemps, il va casser. On va chipper comme le bar. Là. Comme celui-ci, s'il est trop froid, le choco il va figer tout de suite dedans. D'accord. Ça fait que c'est important. Tout doit être bien calculé avec le temps entre chaque étape. C'est une précision, c'est de l'artisanat. Ben oui. Là, je l'étends. J'en passe, je nettoie les côtés. D'un bord, puis de l'autre bord, pour être certain qu'il n'y a aucun trou. Sinon, le caramel, il va glisser à travers. Puis je mets ça au congèle. Je crois que la force de la chocolaterie, c'est vraiment son authenticité parce que c'est pas... On n'essaie pas de suivre la mode. C'est vraiment traditionnel. Et puis, les Suisses sont reconnus pour l'invention du chocolat au lait. Il y en a beaucoup qui
qui vont vers le chocolat très, très noir. Mais nous, on est vraiment dans la tradition suisse, vraiment pour se gâter. Donc, on a beaucoup de chocolat au lait, on a beaucoup de chocolat noir, mais c'est surtout du mi-amer. Tous les chocolats sont faits sur place, donc c'est quand même assez rare les chocolatiers qui produisent leur chocolat vraiment sur place à la boutique. Il y en a beaucoup qui, évidemment, bien, il y a plein de raisons qui expliquent ça, là, mais qui ont leur atelier, puis de temps en temps, ils envoient. Mais nous, des fois, on dit on n'a plus, mettons, de zeste d'orange enrobé de chocolat. Ah, attendez, je pense qu'ils viennent de les faire à la cuisine. On descend, puis on les remonte. C'est vraiment... les clients apprécient beaucoup, puis on a beaucoup de produits... c'est des vrais ingrédients qu'on met dedans, nos truffes. C'est de la crème fraîche, du beurre doux. C'est pas... c'est des chocolats qu'on doit manger dans un certain délai, là. C'est pas des chocolats de supermarché. Là, Louis, on est à l'étape du démoulage. Démoulage. Puis OK. pour savoir si il est assez figé, on peut regarder en dessous. Puis on peut voir si c'est mouillé. Là, je ne vais pas tout le tourner. Là, il n'est pas censé être mouillé du tout. Hein? Ouais. En dessous, OK. ça fait que là, il est prêt à être démoulé. Fait que là, pour le démouler, il faut juste le virer de bord comme ça. La magie va s'opérer, là. Et voilà, c'est ça que ça donne aux petits... Ah. Puis les bien poussins, brillant, les bien. poules. Oui, bien c'est ça. Il y a Il y a aussi... une touche personnelle là-dedans, je vois, quand on fait. Je Oui. te voyais faire tantôt, là. Oui, bien ça, c'est certain qu'il y a... C'est les années de travail, Ouais, c'est l'artisanat, ça. ouais. Hein? Mais si tu veux voir un choco bien tempéré, il doit être brillant. Il doit être aussi croquant. S'il n'est pas tempéré, il ne sera pas croquant. Il va être comme... OK. Il n'y aura pas de croquant dedans, là. Ah, Ouais. Puis, comme je te disais tantôt, il va blanchir s'il n'est pas bien tempéré. bon. Fait que c'est pas n'importe qui peut s'improviser chocolatier à la maison, faire fondre du choco puis faire de quoi avec, là. Il peut en bricoler, mais il n'arrivera pas à un grand résultat. Il faut que tu le manges tout de suite, puis c'est important. Oui, Tu sais, la consistance, tout ça. oui, c'est un état final. Ouais. C'est ce qui donne le charme final du chocolat. Ouais. Je ne pense pas ouvrir ailleurs parce que c'est quand même beaucoup de travail, là. Mais je veux vraiment rester à Rosemère ici parce que c'est les gens, des fois, ils connaissent pas. Mais notre nom, c'est Chocolat Suisse. C'est quand même assez générique, mais c'est très... ça explique vraiment bien ce qu'on vend. C'est ça. Mais les gens disent des fois, « Ah, je vais aller à la chocolaterie. » Puis ils se rappellent pas du nom, mais ils se rappellent où est la chocolaterie. Maintenant, c'est générationnel. Il y a des adultes qui viennent puis disent, « Ah, je venais ici avec mes parents quand j'étais petit. » Puis là, ils viennent avec leurs enfants. Donc, je veux poursuivre cette tradition-là, mais j'aimerais quand même ça, élargir la clientèle, surtout pour la vente en ligne, parce que, question de génération, moi, je magasine beaucoup en ligne aussi, puis j'essaie de faire progresser ça pour que les gens puissent profiter de notre chocolat à la grandeur du Québec. Il y a d'autres façons de faire le choco aussi. On fait ce qu'on appelle les centres, les truffes. J'installe un entonnoir. Ouais. Puis là, ça va faire comme un filet en le... OK, d'enrobage, Tu oui. vois-tu une belle douche en dessous, là? Ouais. J'ai ce qui pompe, le moteur de la pompe, c'est pour pomper le choco par en haut, et le sortir d'en bas. J'ai aussi le convoyeur, puis j'ai le vibrateur aussi. Fait que donc, c'est 4 moteurs. OK. Là, on a fait des truffes faites en 2,5. Oui. C'est rempli d'une ganache. Puis, une fois qu'ils sont à la bonne température pièce, on attend, faut pas les passer quand c'est froid, sinon ils seront pas brillants. D'accord. Fait que là, ils sont température pièce. Et là, c'est Ariel qui va les ramasser. Elle a un outil qui est en forme d'étoile. Ça devrait laisser un petit motif à la surface pour être capable d'identifier la truffe. Quand tu vois qu'il y a une étoile, mais avec notre 70%. menu, ça te dit que c'est une sublime. OK. Ça fait que là, je vais passer ça sous la douche, puis je vais faire vibrer un petit peu. J'espère que Maud va vous en laisser pour... On va voir gâter. ça, on va essayer de négocier ça. Allez, merci beaucoup, Louis. On
fait la coulée dans des lingotières à l'horizontale ou des lingotières verticales. Fait qu'on coule avec, j'en ai un ici, on fait fondre le métal dans un creuset, puis on le coule dans la lingotière pour en faire un lingot. Donc là, j'ai mis la matière que je veux avoir. Aujourd'hui, c'est de l'argent que je veux travailler. Alors, je place ma lingotière horizontale. Je mets un peu de salpêtre pour le mélange pour purifier. On ouvre la flamme. Oui, l'or fond à plus haute température, mais c'est ça. Comme on n'a pas de thermomètre, c'est l'habitude. On a l'habitude, on le voit le métal au moment où il tombe en fusion, vous allez voir. Tantôt, j'ai vu que tu avais mis un petit produit, c'est du salpêtre? Oui, salpêtre, ouais, pour nettoyer, ça enlève les impuretés. Là, c'est difficile à voir avec la flamme, mais il se retrouve à la surface, il ne reste pas pris dans le métal. Là, je vais couler mon lingot. On voit, le métal bouge bien, il est liquide, mais il durcit très vite. Il faut que je garde la flamme dessus au moment où je coule. Ah. Donc après, on nettoie, on passe dans une solution acide pour nettoyer encore là les impuretés de surface avant le laminage du métal. D'accord. J'avais un sens artistique, un intérêt pour l'art. J'ai été étudié en art au cégep, sans trop savoir où ça allait me mener. Puis un de mes professeurs nous faisait faire, disons, une sculpture dans une bûche de bois. J'y ai pas tant trouvé mon intérêt, mais quand on a travaillé la cire, sculpture dans la cire de petits objets, on a fabriqué une bague. Puis là, j'ai tellement aimé ça que j'en ai refait plusieurs. Je suis peut-être le seul étudiant de son cours qui s'est mis à en faire après le cours, la fin de semaine. Puis c'est lui qui m'a dit, tu savais-tu qu'il y a une école de joaillerie à Montréal où tu pourrais étudier parce que tu as l'air d'avoir de l'intérêt. Puis c'est ce qui m'a apporté. J'ai tout de suite cliqué puis j'ai fait oui, c'est ça que je veux faire. Tant qu'on ne l'a pas essayé, on n'est jamais certain que ça va être intéressant. Il y a plein de gens qui étudient au cégep puis qui bifurquent puis ils font autre chose finalement. Mais j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé étudier à cette école. Puis je rentrais le matin à 9h puis je sortais à 10h le soir, les ateliers libres, à temps plein. Puis j'ai jamais cessé là où la grosse passionné. Ouais. D'accord. Vous avez ici un laminoir. Là, c'est pour étirer le métal si on veut faire du fil. Ça sort carré. Puis après ça, de la plaque, on peut faire une largeur de plaque, comme vous voyez, d'à peu près 5 pouces ici. On voit le lingot que j'ai coulé tout à l'heure, puis on va l'étirer sous forme de plaque. Tous les métiers d'artisan se ressemblent un peu, que ce soit alimentaire, les pâtissiers, couche par couche. Oui. Bon, quand on avait nos cours plus théoriques à l'école, avec les atomes, etc., moi, j'imaginais les atomes d'argent qui étaient bien relax, qui venaient juste d'être réchauffés, qui sortaient du spa, puis que là, tout d'un coup, on le stressait en l'écrasant sur une plaque, puis qui devenaient toutes compressées ensemble, puis que ça finissait par craquer. Donc là, tu le fais, on passe autant de fois jusqu'à atteindre l'épaisseur que tu as besoin. Puis là, après quelques tours, on fait ce qu'on appelle un recuit, fait qu'on retourne la plaque d'argent au spa, puis on la relaxe avec un petit chauffage de recuit pour pouvoir la restresser après. Quand tu sors de l'école, tu as ton petit coffre à outils, mais il manque beaucoup de choses, polisseuses, les torches avec le propane, l'oxygène, il y a beaucoup d'outils. J'ai travaillé aussi pour des joailliers, j'ai travaillé pour Sylvie Lupien qui fait de la production de bijoux en argent. Après, j'ai travaillé dans un atelier de réparation. J'allais me chercher de l'expérience un peu partout, parce que c'est différents domaines dans la joaillerie. Tu peux faire juste du polissage toute ta vie, juste de la réparation ou de la production de bijoux en argent. Puis j'ai travaillé aussi pendant 2 ans chez Gloria Bass à Westmount dans les bijoux haut de gamme. Bijoux en platine ou en 18 carats avec des pierres précieuses. Donc, ça m'a donné quand même une bonne base pour me partir à mon compte après. Mais c'est pas parce que tu veux te partir à ton compte que ça fonctionne immédiatement, ça prend des années. J'ai commencé à faire les salons des métiers d'art, puis j'ai tranquillement abandonné le travail alimentaire pour me consacrer à temps plein dans la pratique de la joaillerie. Avant le polissage, il faut enlever les marques dessus pour le rendre le plus lisse possible avant de le polir.
Ici, on utilise des scies, des limes, tout est plus petit que, disons, en ébénisterie. Là, on a des petites limes, des petites lames de scie que probablement on voit même pas à l'écran ici. Donc là, c'est le sciage de la tige de coulée. Donc là, tu enlèves toutes les petites dames qu'il y a autour, c'est ça? Ah, bien, le tige de coulée, c'est ce qui a servi à faire la coulée. Donc là, j'en ai plus de besoin. Fait qu'il faut que je retire la tige. Puis une fois scié grossièrement, bien, on le lime avec une lime plus rough pour après ça utiliser une lime plus douce pour enlever les marques de la première lime. Pour l'intérieur, je fais un premier sablage, encore là avec du papier plus rough que je vais changer pour du papier plus doux en 3 étapes. Chaque craque doit être limé et garder le bombé du bijou. Là, je te vois aller toujours dans le même sens, il y a une raison à ça? Tu veux dire de petits pouces vers le haut? Oui. Oui, ça glisse bien, puis ça fait un beau fini. Puis je garde le contrôle aussi. Mes mains deviennent un étau, puis je garde le contrôle. Puis aussi, j'essaie, comme je disais, de garder la rondeur. Donc, il faut que le mouvement de ma main suive la forme du bijou. On voit déjà que ça commence à briller. Tout ça est fait de toi-même, c'est toi qui... Il n'y a pas un temps, il n'y a pas de... Non, c'est vraiment l'art qui rentre en compte. Oui, c'est... L'expérience, puis tout ça. C'est surtout beaucoup d'expérience. Là, c'est quel matériau qu'on Là, l'intérieur devient brillant. Ah oui? Ouais. C'est quel matériau? Ça, c'est de l'argent. Ça va être un pendentif en argent avec une perle. Je le fais avec perle et sans perle, mais la chaîne passe dans le tube ici, puis ça fait un pendentif. Il y a une demande pour le fait main, il y a une demande pour le métier d'art, il y a une demande pour ce qui est beau et bien fait et fait au Québec. On a un peu de compétition, mais le savoir-faire peut venir de partout dans le monde, mais c'est le côté appartenance peut-être qu'on offre ici. Dans ma journée, j'ai toujours 1 ou 2 clients à rencontrer pour la création sur mesure. Donc, on s'installe au bureau, on parle de ses besoins, de son budget, de quel type de bijoux il veut. Je fais des dessins avec lui. Après, le client quitte, puis je fais l'estimer dans les jours suivants. Quand le client a approuvé le dessin, le projet, le budget, on peut commencer par sculpter une cire. Après ça, on l'envoie couler. La semaine suivante, elle revient. On fait la finition de la cire, le sablage, le limage, le polissage. S'il y a des pierres installées, il y aura le sertissage des pierres. C'est tous des métiers que le joaillier peut faire le bijou du début à la fin. La grande majorité de ce qu'on fait est fabriqué dans l'atelier ici. Des journées, c'est juste des réparations. Des journées, c'est juste de l'administration à l'ordinateur. Puis d'autres journées, c'est de la création. Puis il y a aussi les bijoux que je fabrique pour la boutique qui sont fabriqués dans l'atelier, des collections. Fait que là, on a des collections qu'on augmente à chaque année. Puis, disons, aux 2 ans, on fait une nouvelle collection. Première collection en sortant de l'école, c'est à partir d'une spirale. J'ai juste voulu travailler sous le thème de la spirale. C'est devenu une collection avec des bracelets, des bagues, des pendentifs spirales. Après, j'ai trouvé une belle texture. 2-3 ans plus tard, je trouve une belle texture. Je décide d'en faire une collection. Puis là, je développe à partir de cette texture-là. Mais après, il faut déterminer, disons, la largeur d'une bague. Après, il y a le confort. Avec le bijou, il y a le confort. Si tu veux faire du bijou d'expression, pas nécessairement confortable, ça va être pour exposer ou pour faire des parades de mode, mais nous, c'est pour vendre en boutique. Donc, il y a tous les aspects aussi du prix, du poids, tout ce qu'il faut tenir en compte pour faire un bijou qui va bien se vendre aussi. C'est pas juste ma création parce que je fais parler le client, donc ça va être une création commune qui vient des idées du client puis des miennes. Puis pour mes collections, c'est plus un développement qui se fait plus à long terme. La création, ça peut se faire en 1 heure. Une collection, ça va se développer sur plusieurs mois. Puis c'est plusieurs dessins. Puis des fois, j'aime ça travailler directement dans la matière. J'ai une idée en tête, mais c'est en la travaillant que je la développe.
C'est sûr que le premier, c'est le modèle principal, on dirait en anglais le master, mais le premier qu'on fabrique est toujours plus long. Puis l'idée aussi, le temps de travailler l'idée de qu'est-ce qu'on veut travailler, des dessins, la composition. Ensuite, le bijou, une fois qu'il est fait, le premier qui peut prendre 3, 4, 5 heures, sans compter toute la conception, il va prendre beaucoup moins de temps quand on va avoir un moule et qu'on va le reproduire, ce qui permet d'avoir des prix abordables. Donc, c'est le premier, le plus long, le plus dur, c'est le premier à réaliser. C'est ça où on passe le plus de temps dans la recherche pour la ramener vraiment à un point. Puis on parlait des bijoux texturés. C'est beaucoup plus facile à finir un bijou texturé qu'un bijou avec un fini très lisse et très poli qu'il faut limer plusieurs étapes. La texture, on la laisse, on la travaille légèrement, mais la texture est beaucoup plus facile à travailler que les bijoux polis. Je vois qu'il y a des couleurs différentes. Ça vient du métal? Ça vient de quoi? C'est du plaquage. Donc, ce qui est jaune, c'est un fond plaqué or jaune. Ce qui est noir, c'est une oxydation. Donc, on oxyde l'argent pour lui donner un aspect noir dans les creux. J'oxyde jamais une bague au complet parce qu'à la surface, au frottage, au quotidien, le noir va partir. Donc, on veut un bijou qui va rester le plus possible près de ce que le client va avoir acheté à la base. Donc, dans les creux, ça va. Si la personne ne fait pas trop de jardinage, le noir devrait rester. Le défi, c'est d'avoir le temps de tout faire ça parce qu'avec une boutique, comme je me suis embarqué dans quelque chose d'assez gros, d'avoir 90 artisans, d'avoir du bijou sur mesure, de la réparation. Pour faire ce que j'aime à temps plein, il faudrait que j'abandonne tout ça et que je fasse uniquement de la création de bijoux que je vais vendre dans des boutiques ou dans mon atelier. Mais mon défi, c'est de trouver le temps pour combiner tout ça avec la boutique à gérer, l'atelier à gérer, les réparations, etc. Quand j'étudiais en joaillerie, j'avais déjà fait un plan d'affaires rapide de donner une visibilité à d'autres artisans. On faisait souvent des projets communs avec d'autres métiers d'art, d'autres artisans, donnait de la visibilité à mes trucs, mais aussi aux bijoux des autres joailliers qui étaient dans mon entourage. J'avais un ami qui avait un salon de coiffure, j'avais mis aussi un présentoir où on exposait des bijoux encore là qui changeaient. Puis le métier d'art, ben c'est ça, en ayant plusieurs amis dans les métiers d'art, puis en voulant réunir, puis en voulant exposer leur travail, ben je suis fier aujourd'hui d'avoir réussi à bâtir cette entreprise-là qui donne une vitrine au métier d'art du Québec. Dominique, je te remercie beaucoup de nous avoir accueillis dans ta boutique, puis de nous avoir expliqué ton métier d'artisanat joaillier. Je trouve ça vraiment créatif, vraiment beau. Donc, au plaisir. Merci. Bye Merci bye. d'être venu chez moi. Merci.